Je m'appelle Merveille Tazou, enseignante de formation, journaliste de profession et féministe par conviction. Je suis aussi la personne qui se cache derrière le média féministe africain, un média 100% digital et engagé pour la libération des femmes et des filles africaines. En 2023, avec le soutien de l'African Women's Development Fund, AWDF, j'ai participé aux côtés de 38 autres femmes à la rédaction du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Dans ce podcast, accompagné de Karine, une militante féministe béninoise, on vous amène à la découverte de cet outil puissant et de quelques autrices ayant contribué à sa rédaction. Bonjour Karine. Bonjour Merveille, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Floriane avec qui on aborde son mot et son texte intitulé Cuir. Bonsoir Floriane et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Et si oui, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et quelle est ta perception à toi du féminisme africain notamment? Merci beaucoup, Merveille. Hello à toi aussi. Hello, Karine. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette initiative. Donc, je suis Floriane Klein-Klein-Akwete. Je suis togolaise, féministe radicale et avec une approche intersectionnelle et décoloniale. Je travaille aujourd'hui pour une organisation qui soutient les organisations féministes d'Afrique de l'Ouest ou en tout cas de l'Afrique francophone. Et, euh, et voilà, je suis ça. Et tu m'as demandé quelle est moi mon approche, ou en tout cas comment je définirais le féminisme africain. Pour moi, le féminisme africain serait cette lutte-là qui a pour but en fait de détruire le patriarcat et tous les rapports de pouvoir, tous les systèmes d'oppression et avec une approche, encore une fois, je vais le dire, décoloniale, parce que l'Afrique est quand même un continent dont la majorité des pays ont connu la colonisation. Et donc, voilà, je mettrai tous ces éléments dedans. Et donc, pour moi, une personne qui pourrait se définir comme féministe africaine devra prendre en compte tous ces éléments dans sa lutte. Donc, voilà. Oui, merci beaucoup Floriane. Euh, Aujourd'hui, on va parler avec toi de cuir. Euh, c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet je ne dirais pas tabou parce que ce n'est pas si tabou que ça, mais on sait tout ce qui entoure, tous les mythes qui l'entourent et tout. Alors, Merveille m'a parlé un peu de comment ça s'est passé pour vos thématiques et tout. Comme toi, tu as pioché le mot cuit. Donc, quel sentiment t'a animé quand tu écrivais, comment tu t'es sentie et tout? Bah, quand tu posais la question tout à l'heure, ça m'a fait effectivement revivre ce moment-là. J'ai ri parce qu'en fait, il y avait d'autres personnes qui avaient pioché avant moi. Ils disaient, mais mon mot, il est difficile, mon mot, il est si. Et moi, en fait, j'ai ressenti, mais mon mot, il est trop intime, en fait. C'est comme ça, je l'ai ressenti. Et ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, bah, si les autres disent que leur mot est dur ou compliqué, moi, je vais dire quoi, en fait, avec ce sentiment où quand je pioche le mot, je me dis, oh, waouh, pourquoi ça tombe sur moi, en fait. Mais je pense que au fur et à mesure que j'ai commencé par écrire, ça m'a permis de libérer des questions que j'avais dans la tête, en fait. Donc, genre, je vais dire, sur le parcours d'écriture, dans la définition du mot et dans l'écriture du texte, j'ai eu l'impression de me libérer de plus en plus, en fait. D'accord. Parce qu'en effet, ton texte, je me suis demandé si on a l'impression, on n'a pas l'impression que tu l'as écrit sur le moment, en fait. On a l'impression que c'est quelque chose de réfléchi quand même, de pensé, de voulu comme ça. Et pourtant, je sais, en fait, que, on n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour écrire. Effectivement, et je pense que ça vient du fait que parfois nous tombons sur des mots qui nous choisissent. Parce que ce Hmm. sont des mots qui représentent parfois des moments de réflexion, des situations que nous sommes en train de vivre
de manière incongrue ou par pur hasard, en fait, ça tombe sur toi et ça a un lien, ou en tout cas, tu trouves un lien entre ce que tu es en train de vivre, les questionnements qui fourmillent en toi et plein de choses. Et tu penses en fait que parfois c'est fait exprès, que ça tombe sur toi, mais en fait, non. Donc, pour moi, je ne sais pas ou je ne suis pas sûre que ça aurait été un autre mot qu'à ce moment-là, j'aurais senti en fait comme si on m'obligeait à sortir des questions ou à sortir des choses que je pensais depuis longtemps et à l'écrire clairement. Parce que pour moi, je pense aussi qu'il y a une différence entre ce que tu imagines et le moment où ça prend vie. Parce que l'écriture, c'est un peu ça. Tu donnes vie à tes pensées, en fait. Ouais. Je te disais à toi tout à l'heure que j'aime beaucoup ton texte. En fait, j'aime beaucoup comment tu nous amènes à, enfin, je veux dire, nous, lecteurs et lectrices, à nous-mêmes, en fait, nous questionner sur notre identité. Vraiment de Ouais, est-ce qu'on est véritablement ce qu'on pense être et si on était finalement autre chose et si c'est juste confortable, en fait, de se dire que je suis ce qu'on m'a toujours dit que je suis. Enfin, moi, voilà, moi, j'aime beaucoup cette dimension, cette autre dimension-là, en fait, dans laquelle tu nous amènes. Et dans ton texte aussi, tu parles de Dieu. Et ouais, puis tu le dis en disant que je m'écarte du sujet, enfin, parce que oui, en effet, quand on parle de cuir, voilà, et puis tu nous ramènes à Dieu et à la religion et tout. Et ouais, surtout, sachant que, voilà, on est quand même dans des contextes où souvent on parle de valeurs africaines ou alors beaucoup. de religion pour réprimer les droits des minorités. Ouais. Euh, Est-ce que tu as voulu que ce soit ainsi? Est-ce que c'était fait exprès? Je pense que oui, parce que comme tu l'as dit, en fait, à chaque fois, en tout cas dans le contexte africain tel qu'il évolue actuellement, et tel comme il était il y a des années aussi, euh, ces cases en fait dans lesquelles on nous met en nous disant on ne fait pas comme ça fait pas partie des valeurs africaines, ça c'est des trucs qui ont été importés et tout. Je pense que ça coupe le questionnement qui pour moi devrait être normalisé chez l'être humain, de se poser la question sur tout ce qu'on est en fait et de ne pas juste accepter ce qu'on nous a dit qu'on est. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des personnes en fait qui sont là et qui ne réfléchissent pas à qui ils sont. Et très souvent, c'est la religion qu'on nous oppose également pour bloquer ce questionnement ou bien ces questionnements. Donc, et aussi pour moi, les éléments que je découvre de plus en plus sur les différentes religions, spécifiquement les religions monothéistes, qui sont aussi, il faut le dire, des religions importées, sont, sont très vite, entre guillemets, instrumentalisées ou utilisées pour brimer en fait les personnes queer. Et donc pour moi, tous ces liens entre religion, Dieu, identité, en tout cas, a son sens. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre quand même. Mais tu penses que quelqu'un qui, genre, disons moi, bon, moi je suis chrétienne, du coup je vais prendre un chrétien qui lit ton texte et qui lit ses questions sur Dieu, un homme Oui. vieux, blanc ou une dame, ou une femme noire avec des dreadlocks, tu penses que cette personne, Est-ce enfin, que tu ça t'en va fous lui en fait que cette parler? personne, ouais, Pardon? Est-ce que Je, ça va parler à cette personne? je pense que des gens vont se retrouver. Et pour moi, tant que le texte parle, que ça t'ait poussé à te questionner, que ça t'ait énervé, que ça t'a fait pleurer, que peu importe le type d'émotion qui se déclenche en toi au moment où tu lis le texte, c'est que le texte a quand même parlé. Maintenant, oui, il faut aussi reconnaître que c'est pas tout le monde aussi qui va se retrouver dans ce questionnement parce que pour moi, la religion est un instrument de formatage du système patriarcal. Et dans ce formatage-là, on vous dit, on ne questionne pas ce que Dieu fait ou qui est Dieu, etc. et tout. Mais je pense que la question est légitime de se poser la question si, en fait, vous dites que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ça, je fais une paraphrase de quelque part dans la Bible, où dans la Bible, on dit que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et que
parce qu'une personne a une orientation différente de celle qui est considérée comme norme et que dans votre description de Dieu, vous dites directement que c'est un homme. Donc, du coup, c'est à quelle image en fait on est? Je ne sais pas. Pour moi, c'est des questions qui se posent. Et si vous dites aussi que Dieu est au-dessus de tout et que Dieu n'a pas de corps, n'a pas de genre, parce que souvent les gens disent ça également. Donc, et que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que vous jugez les gens sur leur genre ou sur leur orientation? Parce que si Dieu n'a pas par exemple, de genre, ça veut dire qu'il n'a pas de sexe, ou en tout cas, il n'est pas dans la catégorie sexe masculin, sexe féminin, et que s'il voulait avoir quelqu'un qu'il aimait, ça peut être une femme comme étant un homme ou une personne qui n'a pas de genre. Donc, au final, genre, qu'est-ce que vous nous dites réellement? Quand on prend ces religions-là, surtout par exemple, moi, la Bible que je maîtrise beaucoup plus, moi, c'est les questions qui me viennent, en fait. Vous voyez? Donc, pour moi, ça dépend du niveau de processus où on est et de ce qu'on a envie de creuser. Parce que je ne pense pas, en tout cas pour moi, je ne vois pas comment on ne peut pas se poser cette question. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est normal de questionner sur l'identité de Dieu avec tous les éléments qu'on nous donne comme information. Bah, moi, je suis obligée de questionner l'identité de Dieu, quoi. Je n'y avais jamais pensé, mais je pense que c'est un bon angle, en fait. Oui, Oui, en fait. Oui, C'est ça, en fait, vous dites beaucoup, vous dites une chose et son contraire. Donc, finalement, est-ce qu'on peut ouais. vraiment se fier à vous? Est-ce que si vous dites ça, ça veut dire à quel moment on dit que Dieu est masculin? Du coup, pourquoi on n'utilise pas déesse? Pourquoi on n'utilise pas un terme qui est plutôt neutre et que vous voulez forcément qu'on dise Dieu, le Seigneur, le Dieu? Bref. Donc, pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Sauf que dans la Bible aussi, vous voyez, on dit quelque part aussi qu'il ne faut pas remettre en question ce que Dieu a écrit. Donc, les gens ont l'impression que questionner l'identité de Dieu par rapport à ces écrits-là, c'est remettre Mm. également en question la parole de Dieu. Mais au fond, on nous a dit aussi que la Bible a été écrite par des gens qui ont Sous été inspirés inspiration ou de qui ont l'Esprit été Saint. remplis. Voilà. Donc, pardon, c'est beaucoup trop de mystère pour moi. C'est Oui, beaucoup oui. trop de trucs cachés ou bien de Oui. trucs qu'on veut pousser ou bien qu'on veut forcément faire rentrer dans une certaine case et qu'on est obligé d'un peu de déformer. Donc, Oui. pour moi, ça fait que forcément, je me pose des questions là-dessus. Et je pense que ce non, mais sont quand même de très belles moi, questions. ça me renvoie à un film que j'avais vu, en fait, où en effet, il présentait Dieu qui était venu sur Terre et Dieu avait différentes formes et différentes apparences. Dieu était parfois une femme, en effet, noire, mais pas avec des dreads, avec des cheveux lisses. Mhm. Et parfois, Dieu était aussi un homme blanc. Parfois, Dieu était un homme asiatique. Et donc, parfois, Âgé. en fonction des personnes, parfois Dieu était aussi un enfant, en fait, en fonction des personnes à qui il se présentait. Donc, il prenait la forme la plus adéquate Mhm. à travers laquelle il ou elle pensait que la personne allait mieux percevoir son message pour s'exprimer. Et donc, ça me fait quand même penser à ça, qu'en effet, peut-être que, enfin voilà, pourquoi on parle de Dieu et comme tu dis, en fait, pas un mot plus neutre. On Qui va a inscrire décidé que Dieu Voilà. Florian. était Ouais. un homme? On va inscrire Florian à Voilà l'Académie de où est-ce que philosophie. c'est écrit? Je dis, on va t'inscrire à l'Académie de philosophie. On va commencer à explorer la question. C'est vrai. C'est de la pure philosophie quand Oui, même. ça peut donner quelque chose, hein. Ça donne. Ouais. Bah oui, ça peut donner quelque chose. Aujourd'hui, on est toujours sur je pense, donc je suis. Donc, ça Voilà. peut donner quelque chose. Ça peut En tout, m'envoyer loin, très loin. Oui. en tout cas, j'invite tout le monde à lire le texte et à lire ce passage. Oui. Ouais. Euh, Merci Ouais. Floriane, merci. Malheureusement, on est en train de parler de personnes cuites et on sait que un peu partout dans le monde, même dans les pays avec des lois progressives et tout, euh, c'est une Mhm. catégorie de la population qui est toujours considérée comme personne marginalisée, Oui. à l'instar que les femmes. Et pire encore, sur notre continent, à nous, ici en Afrique, on voit comment ça se passe, on voit comment
quelles sont les lois qui sont votées ces dernières années et tout. Euh, Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses, par exemple, du backlash, du retour de bâton qu'on observe, euh, que, que cela s'agisse des femmes ou des personnes queer? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Mais là, quel sentiment t'anime quand tu penses à tout ça? Pour être franche, je suis animée par différents sentiments, tant positifs que négatifs. Côté négatif, c'est la désolation, le désespoir, parfois le questionnement sur la viabilité ou la longévité de notre lutte, c'est-à-dire combien de temps ça va encore nous prendre pour que toute l'espèce humaine, la race humaine puisse prendre conscience en fait de ce qu'elle est en train de faire. Voilà, ça me questionne énormément en fait sur l'humanité de l'être humain en fait. Mais côté positif quand même, je me dis que si aujourd'hui ces gens-là se soulèvent comme ça, c'est parce qu'on a avancé. C'est parce qu'ils ont compris en fait qu'on ne se laissera pas faire. Parce que je pense que si on n'avait pas, très souvent on dit que c'est quand tu fais bien que les gens te critiquent. Pour moi, eux, c'est la critique en fait. C'est vrai qu'ils sont plus violents que la critique simple, mais il n'y aurait pas eu cette réaction si on n'avait pas autant avancé. Mais oui, c'est épuisant de devoir voir certains de nos droits, certains de nos libertés, certains de nos gains, de nos victoires être, être jeté à la poubelle ou être repoussé en arrière, en fait, comme si on n'avait pas suffisamment travaillé. Mais je pense en fait que si aujourd'hui ces gens-là se rebellent ou bien se soulèvent, essaient de s'organiser ou s'organisent, peu importe comment on veut les définir, mais c'est parce qu'ils ont peur de nous. Et cette peur-là, on doit continuer par l'utiliser pour faire avancer en fait nos agendas. Et pour faire avancer nos agendas, je pense que c'est surtout unir nos forces, dans le sens où il y a il y a je vais pas dire division, mais un écart entre les mouvements queer africains et les mouvements féministes africains. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on parle sérieusement de comment on veut collaborer, de comment on peut avancer ensemble au lieu de s'accrocher à ces écarts, à ces différences et tout. Mais en même temps, je suis consciente que s'il n'y a pas une discussion claire entre ces deux mouvements ou entre deux organisations de ces deux différents bords-là, il y aura pas, il y aura pas de sécurité. On se sentira pas safe. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il faudrait une discussion franche sur comment nous voulons collaborer et comment est-ce que nous réglons nos conflits, comment est-ce que jusqu'où nous travaillons, à quel moment nous nous séparons. Et, euh, et voilà, et à partir de là, on pourra faire des actions beaucoup plus fortes parce que pour moi, plus on est nombreuses, plus on est forte. Donc, je pense que c'est un peu ça. Je pense pas aussi qu'il y a de formule magique dans notre lutte. Parfois, on essaie des choses qui ne marchent pas, mais quand je dis qu'ils ne marchent pas, au moins ça nous apprend que cette manière de faire n'est pas la meilleure et qu'il faut pouvoir trouver d'autres manières de faire. Et je trouve que dans notre mouvement également, on est assez innovante, assez créative pour trouver à chaque fois, peu importe les types de blocages auxquels nous nous sommes confrontés, nous trouvons toujours des voies et moyens pour faire face et voilà, pour bousculer les choses. Bah, c'est intéressant parce que moi, j'observe aussi, en effet, en tant que militante féministe, ce retour du bâton et c'est vrai que c'est super épuisant. Mais je ne l'avais jamais vu comme tu l'as décrit, en fait, que finalement, en fait, c'est... Parce que moi, j'observe plutôt que la peur revient dans notre camp. La peur qu'on pensait partir progressivement, mais j'ai l'impression Mhm. qu'elle revient de plus en plus. De plus en plus, notre groupe a peur de s'exposer, a peur voilà, dans les réseaux et tout euh, à cause de la force en fait des antidroits, mais finalement de se dire que si ils viennent en force contre nous,
c'est parce qu'ils ont vu qu'on a du potentiel. Et donc, de partir de là, en fait, pour riposter, c'est une belle approche finalement. Oui, oui, parce qu'il faut qu'on trouve au fait de bonnes raisons à rester militante parce que comme tu l'as dit, nous sommes épuisés de devoir revenir en arrière, de devoir faire un travail qu'on a déjà fait, de devoir reconquérir des droits qu'on avait déjà acquis à force de sueur et de sang et qu'aujourd'hui, en fait, des gens se lèvent pour nous les retirer comme si, bon, voilà, ça n'avait jamais existé. Mais moi, pour moi, hein, c'est encore le moment de pouvoir, parce que si nous arrêtons de rêver, pour moi, en fait, cette manière d'expliquer la situation, je pense en fait qu'elle me permet de rêver, mais en même temps de prendre conscience de la force que nous avons en tant que mouvement. Et moi, je pense aussi que personne ne réagit si elle n'a pas une certaine peur. Ça, on peut appeler ça de l'insécurité, de la peur, peu importe comment on veut le nommer. Mais ça fait partie de tous ces sentiments qu'on mettra dans la peur et l'intimidation, l'incertitude, que eux aussi ils ont. Parce que si vous savez que, bah, par exemple, que les enfants ont le droit de vivre et que l'avortement, c'est pas un droit, déjà on dit c'est un choix. Vous n'allez pas militer pour qu'on ne donne pas le droit à d'autres femmes qui veulent choisir cela, parce que vous saurez que la majorité d'Ardards choisiront votre côté. Donc, si vous ne pensiez pas, ou bien si vous n'aviez pas peur de ne plus pouvoir convaincre les gens que à l'avortement, c'est pas la chose à faire, vous ne vous mobiliserez pas. Donc, en vrai, peu importe comment je sais pas, comment ils réagissent, comment on pense qu'ils sont forts, etc. Moi, je pense que leur premier moteur, c'est la peur. C'est vraiment une opportunité sur laquelle il faut capitaliser aussi, même si c'est quand même difficile, c'est très difficile. Oui, oui, Je pense qu'on est toutes les trois militantes ici et on sait ce à quoi on fait oui, face continuellement. oui. On n'a plus vraiment beaucoup de temps, donc si Merveille n'a pas d'autres questions, on pourra passer à la dernière question. Oui, non, on peut passer à la dernière question. Ok. Du coup, Floriane, si une personne queer tombe sur ce podcast, euh, qu'est-ce que toi tu aimerais dire à cette personne, surtout si une personne queer ou une personne qui se questionne sur son identité, c'est toi qui vois. Soit tu parles à une Ok, personne, soit tu parles à une personne qui se questionne par rapport à son identité et tout. Qu'est-ce que ok. toi, tu aimerais dire à ces personnes? Tu peux soit choisir ou tu peux soit répondre pour les deux. Bah alors moi je répondrai pour les deux. Je vais commencer par la personne qui se questionne. C'est que bah c'est légitime de se questionner et moi je pense qu'à partir du moment où on se questionne sur ces questions-là qui peuvent paraître non essentielles mais qui sont pour moi essentielles pour savoir ou découvrir complètement qui nous sommes. C'est très beau de pouvoir se questionner. C'est un bon parcours. C'est légitime en fait et de continuer et de ne pas avoir peur des réponses parce que très souvent les réponses se trouvent déjà en nous. Et pour la personne queer, bah je lui dirais que elle est légitime, et elle est légitime et que tant qu'elle a pu accepter déjà son identité, qu'elle se reconnaît dans cette identité et en sachant que les identités peuvent évoluer, c'est que c'est déjà bien. Et j'espère que là où tu es en sécurité et que tu vis quand même, malgré ce contexte qui devient de plus en plus difficile. En tout cas, protège-toi parce que tu es cher à quelqu'un et, euh, et voilà, sois safe. Merci, Floriane. Ce sont des mots touchants. Merci beaucoup, Floriane.